Oui, alors bonjour, moi je suis Laurent Denis, je suis fils d'agriculteur du nord de la France. J'ai commencé les études agricoles où j'ai fait de l'hydrologie à Lille. Et ensuite je suis rentré dans le personnel navigant de l'armée de l'air où j'ai passé 23 ans. Alors moi je suis arrivé aux couverts végétaux, au sol vivant, en partant du climat. Parce qu'en fait tout se tient et ça correspond à ça. En fait, quand c'est pas vert, c'est un désert. Sur tous les continents, la seule façon de faire reculer le désert, c'est de faire avancer la couverture végétale. C'est là où l'agriculture a son rôle à jouer, c'est de faire avancer la couverture végétale pour faire reculer le désert. Et c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Alors, concrètement, dans les champs, pour moi, le désert, c'est quand c'est vert l'été, enfin, quand c'est sec l'été. Alors, les champs de maïs qu'on a stigmatisés, en fait, ils sont verts l'été, ils sont en phase avec les saisons. Les champs de blé, en fait, ils sont secs. Et bien, un champ de blé qui reste sec tout l'été, parce qu'après la moisson, on n'a rien semé, c'est l'équivalent d'un désert. Alors, là, vous avez bien un arbre, mais il est tout seul. Il est tout seul en plein désert, il va finir par mourir. Et en fait, c'est le fait que l'arbre soit entouré de désert qui fait que les arbres, les forêts commencent à mourir. Donc, ça, c'est vert, c'est l'équivalent d'une forêt, parce que ça transpire, parce que c'est vivant. Et ça, c'est mort. Alors, je suis parti de ce qu'avait publié l'INRAE en 2019. C'est la nouvelle représentation du cycle de l'eau. Alors, je dis bien nouvelle parce que c'est effectivement nouveau. C'est que dans toutes les publications qui étaient sorties, on avait fait des schémas où la pluie venait de la mer, tombait sur les terres et repartait à la mer. En fait, ce qui a été écrit, c'est qu'il n'y a que 30% d'humidité qui vient réellement de la mer et 70% qui vient des sols, donc de l'évapotranspiration. Quand vous avez 100 litres de pluie, il y a 70 litres qui vient de chez vous, en fait, et seulement 30 litres qui vient de la mer. Alors moi, j'habite dans les Deux-Sèvres, à côté de Sainte-Soline, où il y a eu la guerre en ce moment. Nous, en fait, dans le bassin versant, sur 100 litres de pluie, on en rejette 75 à la mer. En fait, on a 75% des pluies qui repartent à la mer, alors qu'on devrait en rejeter que 30%. Donc forcément, à chaque fois qu'il pleut, le bassin versant se vide et on n'a plus assez d'eau. Et c'est pour ça qu'on en arrive même à la guerre, parce qu'en fait, c'est pas qu'on manque pas d'eau, on en rejette trop. Il n'est pas question de priver les autres d'eau en gardant, c'est juste qu'on en jette trop, mais nous, on est à 2 fois trop. Sur 900 millions de mètres cubes à l'année, on en rejette 600, donc 300, on en jette 300 millions de mètres cubes de trop. Donc un principe simple, c'est qu'on dit qu'en Normandie, c'est vert parce qu'il pleut, mais en fait, il pleut parce que c'est vert. En fait, si vous ne transpirez pas assez, vous stockez la chaleur et vous ne provoquez pas les pluies. Quand vous évaporez 2 litres d'eau, vous récupérez 3 litres de pluie. Et ça, c'est énorme en fait. C'est que plus je transpire, plus j'évacue la chaleur, plus j'ai d'eau. Et nous, on a fait l'inverse. On a dit, non, comme il fait sec, il faut arrêter de transpirer. En fait, non, il faut faire l'inverse. Alors, ce que dit le GIEC, c'est qu'il n'y aura pas moins d'eau. Mais on aura une dégradation dans la répartition annuelle des pluies. C'est-à-dire, quand il va pleuvoir, vous aurez des gros à-coups d'eau. Et après, vous n'en aurez plus pendant une longue période. Et c'est ce qu'on a en ce moment. Donc là, comme on a une longue période sèche, il faut s'attendre à avoir beaucoup d'eau. Et là, l'eau, du coup, va ruisseler parce qu'elle part trop vite. C'est juste une histoire de régulation et pas de pénurie. Alors ça, c'est à Lyon à gauche en 2021, 2022. Alors si vous regardez bien, 2021, c'est vert, il y a des nuages, et il y a des nuages parce que c'est vert. Donc il y a eu de la pluie parce que c'était vert. 2022, c'était complètement sec. Alors ça, c'est toute la partie agricole qu'on a laissé sécher pour faire des économies d'eau. Il reste que les taches vertes, ce sont les forêts. Le problème, c'est que les forêts, maintenant, sont entourées de déserts. Les forêts sont malades, les arbres sont en stress hydrique, ils n'ont plus assez d'eau, et les forêts sont en train de disparaître. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est revenir là, quand on parle de verdir l'agriculture, oui, concrètement, il faut que ça soit vert. Mais vert, c'est vert l'été, donc en phase avec les forêts. Et nous, on est en train de faire l'inverse pour faire des économies d'eau, et on est en train de fabriquer le désert. Et ça, c'est ce qu'a publié l'IGN, et depuis en gros 20 ans, on est en train de faire, de désertifier, c'est-à-dire de couper la couverture végétale pour faire des économies d'eau. Chez moi, on a réduit 10% les volumes de prélèvements agricoles tous les ans pour faire des économies d'eau. Et résultat, on n'a plus d'eau. Alors, l'absence de couverture végétale, c'est ça qui dérègle le climat, le cycle de l'eau, en fait, et qui va vous dérégler le climat. Et donc, vous retrouvez, si vous avez une forêt qui transpire toute l'année, et en fonction, plus il fait chaud, plus elle transpire, vous avez un climat tempéré. Par contre, dans les déserts, il se passe quoi? Là, vous êtes à sec, et quand il pleut, ça inonde. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de couverture végétale qui retient l'eau et qui régule, et qui alimente le cycle de l'eau. Et c'est vraiment les symptômes climatiques qu'on a en ce moment, c'est inondation, sécheresse, canicule, feu. Et quand il y a eu le feu, toute la couverture végétale a brûlé, et vous retrouvez avec des inondations, et on enchaîne le système. Et c'est ce qui se passe, le cas typique, c'est la Californie et l'Australie, où ils sont en train de couper les arbres parce qu'ils ont dit que les arbres consommaient trop d'eau. Alors là, c'est la totale. Alors, l'évapotranspiration,
qu'on a stigmatisé, en fait, c'est la base du cycle de l'eau sur les continents. Vous arrêtez de transpirer, vous allez mourir. Eh bien, les sols, c'est pareil. La végétation, c'est pareil. Il ne faut pas arrêter de transpirer. Et la référence pour nous, sur tous les continents, c'est l'arbre. L'arbre, mais c'est-à-dire un arbre de 30 à 50 mètres de haut, donc déjà opérationnel. C'est pas je plante un arbre et je vais sauver la planète, c'est dans 30 ans, il sera opérationnel. Et lui, en fait, c'est lui qui va provoquer 70% des pluies et surtout évacuer 60% de la chaleur. Quand vous évaporez, vous évacuez la chaleur. C'est-à-dire qu'en présence de végétation vivante, vous avez 20 à 40 degrés de moins. C'est pour ça que toutes les villes sont en train de végétaliser en faisant des réserves d'eau. Donc elles vont arroser des gazons, comme nous on arrose du maïs, c'est la même quantité d'eau. Alors la référence, là vous l'avez sur le site agricole, c'est l'ETP, l'évapotranspiration potentielle. En fait, c'est la quantité maximale d'eau évaporable. Vous ne pouvez pas évaporer plus d'eau que ce que la nature peut prendre, l'atmosphère peut prendre. Mais en fait, lui, l'arbre, il est à l'ETP tout seul. Il se débrouille tout seul. Lui, il pousse tout seul, sans nous, et il est à cette quantité-là. C'est-à-dire qu'il sature l'air en eau. Mais c'est aussi, en fait, c'est la quantité minimale pour le climat. Si vous ne donnez pas cette quantité minimale au climat, vous n'allez pas évacuer la chaleur, vous allez provoquer la sécheresse. On a dit, en fait, les sécheresses, c'est parce qu'il y a trop d'évaporation. En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Il y a sécheresse parce qu'il n'y a pas assez d'évaporation. Un arbre en stress hydrique ne fonctionne plus. Chez moi, en fait, on descend les nappes phréatiques tellement basses que les arbres n'ont plus accès à l'eau. Et alors là, maintenant, les arbres, même des arbres qui ont 100 ans, sont en stress hydrique parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau. Alors l'avantage de la vigne chez vous, c'est que si la vigne, elle descend en profondeur, parce qu'elle peut descendre à 100 mètres de profondeur, elle aura accès à l'eau. Donc des vignes, c'est très bien parce que c'est vert l'été. Alors ça, c'est la courbe de saturation pour 1 mètre cube d'air. Il faut 30 grammes d'eau pour saturer. Ce qui fait qu'il ne faut pas grand-chose pour le saturer. Avec 1 litre, il faut saturer 30 mètres cubes d'air. Mais en fait, ce n'est pas possible de donner trop d'eau, mais il ne faut surtout pas en donner moins. Et comment savoir si mon air est saturé? Si votre couverture végétale est verte et vivante, vous savez que globalement, ça se passe bien. Alors c'est ce que j'ai mis là-dessus, c'est un schéma en fait avec les saisons et le taux d'évaporation. Si vous regardez le taux d'évaporation des arbres, lui, en fait, il commence à transpirer au printemps, il est au maximum l'été, à condition qu'il ait encore les pieds dans l'eau. Et après, ça redescend. Et ça, c'est le taux normal. Et c'est aussi son taux de photosynthèse. Et en fait, lui, la végétation, c'est l'arbre, c'est l'été qui va capter le maximum d'énergie. La saison de la photosynthèse, c'est l'été, c'est pas l'hiver. Et lui, il est parfaitement en phase avec les saisons, parce que lui, il a de l'énergie qui va capter l'été, il a stocké l'été. Le problème, c'est qu'on a fait des cultures sèches chez moi en disant qu'il faut faire des cultures sèches, donc ne pas cultiver l'été pour économiser l'eau. Et le problème, c'est qu'on se retrouve à être en opposition de phase par rapport aux saisons, c'est-à-dire que les cultures sèches, donc le blé, commencent à sécher quand l'arbre, lui, commence à transpirer. En plein été, les cultures sèches, ça ne transpire plus du tout, donc ça stocke la chaleur et ça ne provoque pas de pluie. Et après, on ressème et ça repart. Et en fait, on est contraire à l'opposé des saisons dictées par les arbres. Et en fait, c'est ça qui cloche. C'est ça qui cloche parce qu'en fait, là, vous avez les diagrammes avec les pluies, et on se retrouve à inverser, en fait, le diagramme des pluies va suivre le diagramme de l'évaporation des cultures sèches. Et en fait, moins vous transpirez, moins vous avez de pluie. Et ça ne colle pas. Donc l'idée, c'est de revenir, j'ai appelé ça pour présenter le photomax, c'est-à-dire de faire le maximum de photosynthèse toute l'année, parce que ça c'est gratuit, ça pousse tout seul, mais surtout, c'est d'en faire l'été. Si vous voulez retrouver en fait, le diagramme normal des pluies qui va suivre le taux d'évaporation des forêts, il faut absolument que ça soit vers l'été et avec la plus forte densité végétale possible. Donc si vous voulez qu'il pleuve, il faut transpirer. La saison des moussons en Inde partout, là où il y a des forêts, c'est l'été. C'est là où plus il fait chaud, plus il y a d'eau. Sauf dans les déserts où c'est exactement l'inverse. Et le désert, c'est parce qu'il n'y a pas de couverture végétale. Donc l'idée générale, c'est d'augmenter la densité végétale toute l'année. Plus sévère, mieux ça marche en fait. Mais surtout, il faut revenir aux saisons des forêts. Alors ce que j'ai mis, c'est cultiver ce que vous voulez, mais il faut que ça soit cultivé l'été. Donc les champs de blé, c'est qu'en fait, dans un champ de blé, si on ne fait que ça à l'année, on ne fait pas assez de biomasse, on ne fait pas assez de matière organique, donc on n'enrichit pas assez les sols. On n'est pas dans la bonne saison parce qu'on est en opposition par rapport aux forêts. Et surtout, si on sort la paille, on sort le blé, on a très peu de restitution au sol. Donc on n'en produit pas assez et on en sort beaucoup, donc on la sort du cycle. Alors que quand vous faites pour du fumier ou des vaches, vous réintégrez au cycle, ça va.
Mais ce qu'il faut, on n'en produit pas assez. Quand vous faites des champs de maïs ou des grosses couvertures végétales, ce n'est pas forcément du maïs, mais pourvu que ça soit vers l'été avec une forte densité végétale, ben là, vous avez une forte biomasse que vous allez réincorporer au sol. Vous êtes dans la bonne saison, en fait, et vous avez une forte restitution au sol. Donc, vous allez nourrir les sols. Alors, quand vous évaporez 2 litres d'eau, vous avez 3 litres de pluie. En biomasse, c'est un peu pareil, en fait. Avec 2 kilos de matière organique, vous allez en faire 3 l'année d'après. Et ça, c'est ce que fait l'arbre naturellement. Il part d'une graine, il fait plusieurs tonnes de stockage de matière organique, mais en étant en croissance permanente. La forêt ne fait que grandir, et elle se développe, et elle enrichit les sols parce qu'elle produit beaucoup de biomasse. Alors ça, c'est un exemple typique. Sur le bord des routes, le taux de matière organique est important, parce qu'on broie, mais on laisse tout sur place. Dans les champs, le taux de matière organique descend, parce qu'on produit, et tout ce qu'on a produit, on le sort. Et en fait, il n'y a pas assez de restitution. Donc là, vous avez beaucoup de matière organique, et en fait, il faut reprendre ce principe-là, c'est plus j'en produis, plus j'en m'enrichis. Alors, je l'ai mis là-dessus, en fait. À gauche, vous avez l'arbre. Alors, il y a la partie aérienne qui est énorme, mais vous avez la partie racinaire qui est énorme aussi, en fait. Et en fait, si vous diminuez, c'est-à-dire que vous diminuez le taux de photosynthèse parce que vous n'avez pas assez de couverture végétale, vous diminuez le taux d'évaporation, et vous diminuez le taux de matière organique des sols parce que vous n'avez pas de système racinaire, vous n'avez pas de vie des sols, vous n'avez plus rien, et bien vous arrivez au désert. Donc l'idée, c'est de faire l'inverse. Et en fait, quand vous allez diminuer tout ça, la couverture végétale, le taux d'évaporation, les taux de matière organique, et bien vous retrouvez avec des phénomènes climatiques qui sont inondations, sécheresse, canicule. Et quand tout a séché, ça brûle, et c'est ce qu'on a en ce moment. Et ça, c'est vraiment les phénomènes typiques de la disparition de la couverture végétale, donc en grande partie de la déforestation, mais aussi des sols nus. Alors, c'est pareil, un détail, c'est que si vous diminuez la densité végétale, vous n'allez pas alimenter assez le cycle de l'eau, donc pas assez de pluie. Si vous n'avez pas assez de pluie, vous allez augmenter l'irrigation. En fait, si vous voulez irriguer moins, il faut végétaliser plus. Et ça ne marche pas à l'échelle d'un champ. C'est-à-dire que c'est un champ, s'il est tout seul entouré de désert, vous allez arroser 2 fois plus. Si vous avez que des champs verts, vous allez provoquer les pluies pour tout le monde, en fait. L'idée, c'est de revenir comme avant, c'est-à-dire d'avoir l'équivalent d'une forêt partout. Et en fait, plus vous allez produire, moins vous allez dépenser d'énergie, les coûts de production vont baisser, la dose d'engrais, comme vous faites de la matière organique, vous allez photosynthétiser vos engrais sur place. Et en fait, quand le système racinaire descend en profondeur, eh bien, vous avez moins de drainage à faire parce que le sol va être drainé naturellement par le système racinaire. Alors ça, c'est les températures des sols l'été. Donc un sol qui est nu, c'est 47 degrés, c'est mort, c'est sec, ça chauffe. Une luzerne qui a été fauchée, 33 à 38. Un couvert végétal un peu plus épais, c'est 29 degrés. Les arbres, c'est 25 degrés. Donc l'impact de ce que vous faites dans les champs a un impact directement sur les températures et sur le climat. Si vous laissez sécher vos couverts végétaux, ben, ils ne fonctionnent pas. Et ça, c'est une fausse économie parce qu'en fait, vous coupez le cycle et là, vous allez aggraver le phénomène. Donc l'idée, c'est qu'après une moisson, on sème tout de suite. Le lendemain, et maintenant on peut le faire aussi, c'est avant la moisson, à la volée, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'après une moisson, la végétation repart tout de suite et plus elle repartira vite, mieux elle s'en sortira. Donc il y a des couverts associés, il y a plein de choses à faire. Mais globalement, il ne faut pas ça, il faut arriver à ça. Ça, mais ça peut être du sorgho, peu importe, du maïs, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est que ça soit épais, dense et que ça transpire. Alors c'est à Paris. Les températures à Paris, vous voyez, toutes les zones rouges, ce sont les zones minérales où c'est très chaud. Les canicules, c'est en ville, hein, et là où il n'y a pas de végétation. Au niveau de la Seine, là, c'est beaucoup plus frais. Dans les forêts, c'est frais. Donc en ville, on va mettre des brumisateurs, on va arroser même le goudron, là on ne peut pas végétaliser, mais on va végétaliser. Et eux, ils pompent dans la Seine, ils arrosent pour que ça continue à s'alimenter. Si les arbres sont en stress hydrique, ils ne fonctionnent plus. Donc en ville, on l'a compris maintenant, parce que tous les canicules, on vous annonce les températures, c'est surtout en ville. Au niveau des aéroports, et un aéroport, c'est un désert. Et en fait, la différence, c'est qu'il faut revégétaliser, remettre de l'eau dans le système, et revégétaliser, et ne pas couper ce cycle. Alors, l'évacuation de la chaleur des sols se fait par 3 façons. Vous avez le rayonnement infrarouge. Et ça, c'est que 20%. Et c'est ça qui va provoquer l'effet de serre ensuite. Le contact entre les masses d'air, c'est 20%. Et la grosse partie, c'est l'évaporation, évapotranspiration. Le fait d'évaporer de l'eau, vous évacuez 60% de la chaleur. Mais ça, c'est colossal. Ce qui fait que quand il n'y a pas d'eau, vous avez stockage de la chaleur. Donc là, pas d'eau. Vous vous retrouvez avec partager 50% de rayonnement infrarouge. Donc là, vous amplifiez l'effet de serre.
Le contact dans les masses d'air, là, vous allez amplifier les accidents climatiques. Vous avez les déserts qui sont très chauds, très secs, les océans qui sont tempérés et humides. Et en fait, vous vous retrouvez avec des mouvements de convection entre les deux. Et là, c'est là où vous avez des tornades, des tempêtes, et c'est ce qu'on a en ce moment, une amplification des accidents climatiques, parce qu'on a amplifié l'écart de température entre les océans et les terres. Alors ça, c'est chez moi, du côté de Niort, on mesure l'humidité des sols à leur température. Eh bien, c'est pas compliqué, en fait. 2022, c'était sec partout, c'est rouge, c'est chaud, c'est mort, en fait. Et plus c'est sec, plus c'est chaud. Niort 2021, il y avait des champs qui ont été maintenus verts, et comme ils ont été maintenus verts, ça a maintenu les pluies, et on a moins arrosé, en fait. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Là, c'est mort, c'est chaud, et on part vers le désert, comme dit Conrad. Là, on est vers une désertification des sols agricoles, parce qu'on a fait disparaître la couverture végétale. Alors ça, c'est l'évaporation de l'eau. Il faut 500 fois plus d'énergie pour évaporer 1 litre d'eau que pour juste le monter d'1 degré. C'est-à-dire que l'eau, quand elle passe de l'état liquide à l'état gaz, en fait, il faut beaucoup d'énergie. Ce qui fait que quand l'eau s'évapore, elle absorbe de l'énergie. Et quand l'eau se condense, elle libère de l'énergie. Ce qui fait que dans les zones sèches, comme dans les déserts, eh bien, là, vous avez des gros écarts de température entre le plus froid et le plus chaud. Dans les zones humides, donc auprès des mers, vous avez une amplitude thermique qui est très faible. L'eau, en fait, le fait que l'eau s'évapore ou se condense va permettre d'amortir les variations de température. C'est pour ça que quand il fait chaud, on va au bord de l'eau, en fait. Enfin, bêtement, c'est parce que ça absorbe et ça libère. Les pompiers, quand ils arrosent, c'est pour éteindre le feu, mais surtout, c'est pour baisser les températures. Vous transpirez, c'est pour évacuer votre chaleur. Et ben, les plantes, c'est pareil. Et ne pas arroser l'été, c'est comme dire aux plantes, eh ben, tu boiras cette nuit et pas en pleine journée. Non, on boit tous quand il fait chaud et on transpire quand il fait chaud. Et il faut que les plantes aient accès à l'eau au moment où il fait le plus chaud. Alors, je l'ai symbolisé comme ça dans une casserole. Quand vous avez un couvercle froid qui est fermé, si vous avez un fond d'eau dans la casserole, ça s'évapore, ça condense, vous créez les pluies dans la casserole. Ce système-là, tant qu'il y a de l'eau au niveau de l'évaporation, en fait au niveau des sols, tant qu'il y a de l'eau, ça marche. Mais vous savez tous que si l'eau sort du système, donc s'il y a une sortie d'eau du système par le couvercle, eh bien ça brûle. Et ça brûle quand il n'y a plus d'eau. Eh bien c'est pareil pour les sols. Et ça s'appelle des cellules de convection. Et on a ça partout sur la planète. Et le souci, c'est quand dans les déserts, vous n'avez plus d'évaporation. Et là, vous bloquez le système, vous allez amplifier les températures. Toutes les zones très chaudes sont les déserts, là où il n'y a pas d'évaporation. Et là, vous allez créer des phénomènes climatiques énormes. Donc, il faut absolument évaporer de l'eau pour climatiser et entretenir. Mais ça ne consomme pas d'eau, ça alimente un cycle. Alors, la couche de l'atmosphère qui nous intéresse, la Terre, c'est 6400 km de rayon. La couche qui nous intéresse, elle est là, elle fait 10 km d'altitude. Donc, c'est ridicule. C'est une toute petite couche. Et la planète bleue, c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Et bien, dans cette couche-là, si vous n'avez pas d'évaporation au niveau des sols, vous n'avez pas de nuages. Si vous n'avez pas de nuages, vous n'avez pas de pluie. Et si vous n'avez pas de pluie, vous ne pouvez pas évaporer pour évacuer la chaleur et alimenter ce cycle. Et en fait, l'atmosphère dépend de la nature des sols sur les continents. Alors ça, c'est le taux de vapeur d'eau dans la troposphère, justement de 0 à 10 km d'altitude. Et vous voyez ici, les déserts génèrent des poches d'air secs. Et en fait, quand l'été dernier, ça a brûlé dans les Landes, nous, en France, on était déjà en sécheresse. Et en fait, on a une poche d'air sec, comme ça, qui venait du Sahara, qui est remontée via l'Espagne, qui est arrivée chez nous. C'était sec, c'était chaud. Il y a de l'air sec qui est arrivé en plus, ce qui fait qu'on a amplifié le rayonnement solaire, vous verrez après. Et là, c'est imparable. Si vos sols sont secs et qu'il y a de l'air sec qui arrive par au-dessus, c'est foutu. Et c'est ce qui s'est passé dans les Landes. Déjà, les sapins brûlent parce qu'ils ne transpirent pas assez. Et c'était imparable. Alors, on met les déchets nucléaires dans des piscines parce qu'en fait, là, il y a 3 mètres d'eau, la personne n'a pas de protection. Il suffit de 3 mètres d'eau pour bloquer tous les rayonnements. Le Soleil, c'est un réacteur nucléaire qui nous bombarde de rayonnement. Et en fait, la couche d'eau qui est dans la troposphère nous protège. Si vous n'avez pas cette couche d'eau, vous êtes bombardé de rayonnement. Mais bombardé, c'est que vous avez 50% de rayonnement en plus qui arrive au sol. Quand vous montez en altitude au-delà de 15 km, vous êtes bombardé de rayonnement. Donc les pilotes ont des primes, en fait, justement parce qu'ils sont bombardés de rayonnement, mais comme si on était à côté de déchets nucléaires. Donc l'eau, c'est notre meilleure protection pour la chaleur, mais aussi pour le rayonnement. Et en fait, la plante le fait toute seule, elle s'auto-protège.
Alors c'est ce que j'ai mis là-dessus, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet parasol, pour les rayonnements infrarouges, parce que les rayonnements infrarouges ne passent pas à travers l'eau, ça ne marche pas, ça passe pas. Donc quand vous avez 100% de rayonnements infrarouges qui arrivent du soleil, quand vous traversez une couche d'eau où l'air est saturé à 100%, vous n'avez que 50% qui arrive. Cette couche d'eau-là, elle est alimentée par la couverture végétale, qui elle en fait transpire, s'autoprotège et alimente ce truc-là. Si la planète était couverte d'eau complètement, on n'aurait pas ces accidents climatiques, on n'aurait pas ces excès de chaleur. A l'inverse, quand vous avez un taux de vapeur d'eau à 20%, et ben vous retrouvez avec 75% du rayonnement infrarouge qui arrive au sol. Ce qui fait que toutes les surfaces minérales qui en fait n'évacuent pas la chaleur par l'évaporation, ne saturent pas l'air en eau, et en fait ce phénomène-là s'amplifie. Plus c'est sec, plus vous aurez chaud, plus vous aurez de rayonnement et plus ça va sécher. Et en fait c'est un peu comme la toiture d'une maison, plus votre toit est isolé, et ben moins vous avez chaud la journée et moins vous avez froid la nuit. En fait, ça va faire vraiment comme ça l'atmosphère, c'est une couche de protection, et plus cette couche est chargée en eau, plus vous allez tempérer les températures au niveau des sols. Alors si on n'avait pas cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, ou pas du tout d'atmosphère, en fait on aurait 150 degrés la journée parce qu'on serait bombardé de rayonnement solaire, et moins 68 la nuit parce que la nuit ça rayonne dans l'espace et il fait très froid. Donc l'eau, c'est notre meilleure protection pour climatiser, tempérer. Alors dans les vignes, si vous êtes comme ça, avec des sols qui sont nus, et bien là vous retrouvez un plein désert. Et là vous vous retrouvez avec des phénomènes de gelée la nuit, parce qu'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, et là vous aurez moins de gelée en fait. L'idée c'est que plus c'est vert, plus ça transpire, donc quand il va faire froid, ça va ramener un peu de chaleur, et quand il va faire très chaud, ça va baisser les températures. Ce qui fait que quand vous êtes là dans une surface végétale vivante, vous retrouvez dans la journée des températures plus basses, ce qui fait que vous avez les bourgeons qui vont partir moins vite. Si vous êtes là-haut, il va faire très chaud la journée, là vous allez avoir un départ en végétation qui est très rapide, mais il va faire très froid la nuit, et là vous allez geler. Il faut ramener de l'humidité, c'est pour ça qu'on arrose les vignes la nuit pour éviter le gel, mais en fait il faudrait aussi que la journée, les températures soient basses. Si vous arrosez, il faut faire dans les deux sens. Mais un simple brumisateur dans la journée, pour baisser la température, le bourgeonnement partira moins vite, et la nuit, ça va vous garder la chaleur, parce que vous aurez une couverture. Donc ça peut se faire avec des brumisateurs, enfin peu importe, pourvu qu'il y ait de l'humidité et qu'on joue sur les deux phénomènes, la journée et la nuit. Alors l'albédo des sols, c'est pareil, c'est un paramètre climatique, et en fait c'est le pouvoir réfléchissant des surfaces. Si vous regardez la mer où les zones sont tempérées, la mer absorbe quasiment tous les rayonnements solaires, mais elle ne surchauffe pas parce qu'elle évapore. Juste après, on a la forêt. La forêt, c'est l'équivalent des champs, c'est vert, sol couvert, et bien ça ne chauffe pas parce que ça ne transpire pas. Donc en fait, il faut retrouver ce phénomène-là. Si vous laissez les sols nus comme les déserts de sable, là vous renvoyez beaucoup de rayonnement infrarouge dans l'espace, dans l'atmosphère, et là vous allez surchauffer parce que vous créez un phénomène, vous renvoyez trop d'énergie dans l'espace. Alors c'est ce que j'ai mis il y a quelques années, c'est que si tu plantes des conifères, achète des canadaires, c'est ce qui s'est passé dans les Landes, mais tout le monde était au courant, on savait ce qui allait se passer, c'est qu'en fait le conifère transpire 2 fois moins que le feuillu. Le conifère, c'est un arbre d'altitude qui n'a rien à faire en plaine. Ou alors vous mettez 1 tiers de conifère, 2 tiers de feuillu, mais si vous ne transpirez pas, c'est des forêts chaudes, sèches, et qui ne demandent qu'à brûler. Et quand il y a eu le phénomène justement de remontée d'air sec du Sahara, c'était impossible que ça ne brûle pas. Et en plus, maintenant, on se retrouve avec des forêts entourées de champs, ça c'est au niveau des Vosges en fait, où les sapins, on les a fait descendre parce qu'en fait on cultivait plus les flancs de collines. Et maintenant, tout le monde, les sapins sont malades parce qu'ils sont en stress hydrique. Une plante en stress hydrique, elle est plus sensible aux maladies qu'une plante qui a de l'eau à volonté. Alors si vous faites le bilan entre irriguer des champs l'été ou alors laisser brûler et ensuite appeler les pompiers, les canadaires parce que tout brûle dans tous les sens, si vous faites le bilan, eh bien, ça coûte moins cher de maintenir en vie que de lutter contre les incendies en fait. Et ça, c'est énorme le prix que ça coûte tous les ans, parce que là, on va racheter des canadaires, on va faire des réserves d'eau, pas pour irriguer, mais pour éteindre les feux, alors qu'en fait, c'est la même quantité d'eau, mais autant maintenir en vie les sols, le vivant, et là, vous n'aurez plus à faire ça, en fait. Et ça brûle, parce que c'est sec. La végétation, les champs de maïs, vous pouvez regarder dans les statistiques, hein, il n'y a aucun champ de maïs qui a brûlé l'été. Hein. Alors, pour revenir juste sur l'eau et les bassins versants, un bassin versant, c'est un réservoir. La partie végétale du bassin versant, c'est ça qui va vous alimenter les pluies. Alors l'évaporation
qu'on a stigmatisées, en fait, c'est ça qui alimente le bassin versant, qui alimente votre réserve. C'est-à-dire que la fuite d'eau, elle n'est pas dans l'évaporation, elle est dans la sortie, la rivière. La rivière, c'est le drainage naturel. Si vous drainez trop, c'est-à-dire que vous évacuez plus de 30%, ben vous videz votre bassin versant qui n'a plus assez d'eau pour s'alimenter, et c'est foutu en fait. Donc l'évaporation, ça alimente la cuve, et il faut regarder juste la sortie. Vous avez une cuve, vous ouvrez la vanne en grand, ben elle se vide très vite. Et nous, c'est ce qu'on a en ce moment. Quand il pleut, tout repart à la mer, et résultat, on n'a plus assez d'eau pour alimenter la cuve. Et bien il faut juste réduire le débit de sortie. Et le débit de sortie, la seule façon de perdre de l'eau, c'est de l'envoyer dans la mer. Et nous, on en envoie beaucoup trop. Alors ça, c'est sur Niort. En fait, on a une pluviométrie qui est à 858. Si vous prenez les surfaces végétales couvertes, vivantes, comme le maïs, c'est 500 mm à consommer, dont 200 mm d'irrigation. Mais en fait, ce qui reste là, en dehors de la couverture végétale, 358 mm, c'est 28 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire 18 fois la consommation totale de la région. Donc en fait, il y a des marges colossales. Si vous donnez sa part à la végétation, vous aurez de l'eau tant que vous voulez, et largement assez d'eau. Quand vous buvez de l'eau, il ressort de l'eau, ou alors vous avez un problème. Mais en fait, c'est toujours la même eau. On est en train de boire la même eau que les dinosaures buvaient, en fait. Cette eau-là, si vous la buvez, vous la recyclez, elle n'est pas perdue. Si vous la jetez dans la mer, elle est perdue. Et elle reviendra, mais que 30%, en fait. L'eau, c'est recyclable à 100% et indéfiniment, en fait. On ne la consomme pas, on l'utilise. Ce qu'il faut, c'est toujours pareil, on ne sort pas l'eau du cycle, en fait. Pour les fruits et légumes, vous consommez pratiquement toutes les pluies parce que le fruit et légumes, c'est de l'eau. Quand on importe des fruits et légumes d'Espagne, on importe des camions d'eau. Et ça n'a pas de sens, ils ont moins d'eau que nous, en fait. Et alors, un principe simple, on vous dit que l'irrigation, l'eau s'évapore et les champs irrigués consomment une quantité d'eau énorme. Eh bien non, parce qu'en fait, si vous regardez concrètement ce qu'il a transpiré, aucun champ irrigué ne peut évaporer plus d'eau qu'il n'a reçu de pluie. Et le problème, c'est la fuite d'eau par en dessous, parce qu'on pompe de l'eau, et il y a des gens qui pompent de l'eau par en dessous. Ça, c'est à Niort, quand il n'y a plu en janvier. Donc, vous retrouvez avec une rivière qui coule normalement, et à chaque pluie, vous avez un pic, une vague, une vague, une vague. Là, on a eu un peu plus de pluie, et ben, on a eu une grosse vague, et depuis, là, les nappes étaient pleines, en fait, déjà, donc là, ça fout le camp. Et 43 millions de mètres cubes en 6 jours, alors qu'en fait, on manque d'eau. La Garonne, au même moment, a évacué 500 millions de mètres cubes en 5 jours, c'est-à-dire un tiers de la consommation totale de la Nouvelle-Aquitaine en 5 jours qui est partie. Et à chaque fois, on a des débits énormes, et on se retrouve avec des vagues. Et bien, quand vous avez une vague comme ça, c'est que vous n'avez pas retenu l'eau. Il faut pas, il n'est pas question de la bloquer, mais il ne faut pas qu'il y ait de vagues, parce que quand vous avez des crues, vous avez des inondations, vous avez des dégâts, et après, vous savez que vous avez une sécheresse parce que vous avez évacué trop d'eau. Donc l'eau, on l'a, il faut juste en jeter moins. Alors, ça, c'est la coupe d'un bassin versant. Quand vous faites un forage, vous arrosez le bassin versant avec votre végétation, et ben vous provoquez les pluies, et l'arbre, c'est ce qu'il fait. Lui, il pompe de l'eau, il provoque les pluies, ça reste là. Vous donnez de l'eau en ville, ben, la ville, elle prend l'eau, mais ensuite, elle met dans la rivière, parce qu'elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Le problème, c'est que la rivière, c'est la vidange à la mer. Et ben, quand vous gardez l'eau dans les bassins versants, vous ne la perdez pas et vous alimentez. Quand vous la mettez dans la rivière, vous la perdez. Et en fait, on a amplifié les villes, on grossit, on a amplifié les rejets urbains dans les rivières. Tout ce qui est bétonné, ça coule dans la rivière, mais avec des volumes qui dépassent les besoins agricoles. Alors, l'irrigation, ça n'assèche pas les nappes phréatiques. Ce n'est pas ça qui fait baisser les nappes. C'est les prélèvements urbains. Alors ça, c'est à Niort, le niveau des nappes. On pompe tellement dans les nappes l'été, les nappes descendent, les arbres n'ont plus accès à l'eau. Et bien ça, c'est remettre... Normalement, la nappe, elle devrait rester là l'été. Parce qu'en fait, plus on transpire, plus on a d'eau. Mais le problème, c'est que les villes prélèvent, ne rejettent pas dans les bassins versants et pas pour la végétation. Et on se retrouve avec des arbres en stress hydrique en plein été. Et là, on a définitivement coupé et on fabrique le désert. Alors ça, c'est ce qui avait été donné, vous avez dû avoir, c'est les chiffres. Ça, c'est pour la Nouvelle-Aquitaine. L'agriculture, 46% des prélèvements, c'est moins de 2% de la ressource. 34% pour l'eau potable, 12% pour l'industrie. L'eau potable, tout ce que vous distribuez en ville, est recyclable à 100%. Donc vous recyclez ça, vous recyclez l'eau industrielle parce que l'industrie ne mange pas l'eau, elle s'en sert et elle la rejette après. Donc si vous recyclez ça à 100%, vous couvrez les besoins agricoles, uniquement avec l'eau qui est distribuée. Mais en fait, le problème en France, c'est que le recyclage de l'eau est à 0,8%. L'eau, en fait, en France, on ne la recycle pas. Alors 0,8%, ça veut dire qu'on jette 99,2% de la distribution, et rien que ça, ça correspond aux besoins agricoles. C'est-à-dire que si on la recycle, on divise par 2 les prélèvements, parce que l'agriculture ne prélève plus, elle va juste recycler l'eau. Alors ça, c'est le problème de ville.
si vous voulez, les villes, en fait, quand il pleut, maintenant, c'est de plus en plus inondé. On a des torrents, des rivières qui coulent dans les rues, qui embarquent les voitures, parce qu'eux ne savent pas gérer l'eau, en fait. Ils ont bétonné en remontant les bassins versants, c'est un entonnoir quand il pleut. Maintenant, on appelle ça des pluies torrentielles. Oui, avant, ça s'appelait un orage. Et maintenant, un orage, ça fait ça. Donc, ça fait des dégâts. Et à Saintes, en 2021, ils ont eu ça pendant un mois. Et 2 mois après, ils étaient en restriction d'eau. Parce qu'en fait, ils ont tout évacué. Alors, les volumes, c'est énorme, hein. Une ville rejette 4 à 6 fois plus d'eau que sa propre consommation, si vous comptez les pluies. Et c'est colossal. OK. Alors, comment faire concrètement? Vous regardez les cartes IGN, vous avez une rivière. Les rivières sont tracées, en fait, c'est un trait bleu continu. Et bien, le principe de base, c'est ce qui est marqué dans le Code de l'environnement, on ne jette pas l'eau dans la rivière. Parce que si elle va dans la rivière, elle va dans la mer. Et si vous ne la jetez pas, ça veut dire que vous allez la garder dans les sols. Alors, on va faire ce qui va être demandé, en fait, pour éviter les inondations, on va faire des réserves collinaires. C'est-à-dire que tous les fossés, donc tout ce qui est en pointillé, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas la même réglementation, on va vous demander de garder l'eau. C'est-à-dire tout ce qui ruisselle en surface, qui va provoquer pollution et inondation parce qu'il y a lessivage des sols, vous allez la regarder dans des réserves collinaires, elle rejoindra la rivière par les résurgences, donc par filtration dans les sols, elle ira ensuite à la mer. Mais ça sera régulé, ça n'ira pas trop vite. Et quand vous allez prélever d'eau, peu importe où vous la prélevez, on va vous demander de ne pas la mettre dans la rivière pour ne pas polluer la rivière. Donc vous luttez contre les pollutions, les inondations, et vous n'avez plus de sécheresse. Alors le problème des villes, c'est qu'eux, ils consomment beaucoup de matières organiques qu'on leur a données, c'est l'alimentation, et eux, se débarrasser de l'eau, c'est un problème. Donc ils ont fait des systèmes qui ne marchent pas, ils essaient de nettoyer l'eau dans l'eau, ça n'a jamais fonctionné. Les champs, eux, veulent de l'eau et de la matière organique. Et en fait, avec des proportions qui dépassent les besoins agricoles, ce qui sort des villes. Donc l'idée, en fait, c'est ce qui a été fait au Québec, c'est que tout ce qui sort de la ville, matière organique et eau usée, les pluies, ça va dans des champs de biomasse. C'est-à-dire alors là, c'est des saules, donc des arbres à croissance rapide, à rotation courte, on le coupe tous les ans, et eux, ils adorent les nitrates et les phosphates qu'il y a dans les eaux usées. Et eux, ça leur passe pas de problème. Et surtout, ils se sont aperçus après étude que le sol a un système racinaire très profond, et il a des bactéries et des champignons spécifiques autour des racines qui l'aident à digérer tous les polluants, pratiquement tous les polluants. Et en fait, ce système-là, il est beaucoup plus performant que tous les systèmes où on brasse de l'eau avec de l'énergie. Là, ça marche tout seul et on stocke de l'énergie. Parce que quand vous faites de la biomasse, vous avez stocké de l'énergie, donc de la photosynthèse, qui sert ensuite, qui peut alimenter les champs sans risque de contamination, parce qu'on passe par un filtre organique qui va dépolluer. On peut mettre du BRF dans les sols ou de la matière organique, et ou alors faire de l'énergie pour la ville. Mais en fait, rien ne se perd, tout se recycle. Si vous basculez tout dans la mer, vous avez tout perdu, l'eau, la matière organique. Si vous basculez tout dans les terres par un filtre organique, et là, vous avez tout dépollué et tout recyclé. Et en plus, avec 2 kg de matière organique qui sort de la ville, vous allez produire 3 kg de biomasse. Et vous allez amplifier le phénomène et vous enrichissez au lieu d'appauvrir. Donc les solutions, globalement, c'est couverture végétale toute l'année pour pas que ça soit des déserts, mais la priorité, c'est l'été. Si on vous dit non, il ne faut pas arroser pour faire des économies d'eau, ça sera l'enfer en fait. Et là, c'est le désert qui avance. Les réserves collinaires, pour tout le monde, à chaque fois qu'on associe, vous voyez, la guerre de l'eau qu'il y a eu le week-end dernier, les problèmes d'eau, c'est que agricole, puisque c'est l'agriculture qui prend 46%. Non, l'agriculture alimente le cycle. Il n'y a pas d'un côté l'environnement, de l'autre côté l'agriculture. L'agriculture, c'est l'environnement doit être vert pour alimenter le cycle. Et en fait, c'est l'idée qu'on ne va pas irriguer plus, on va sécuriser avec des réserves, parce qu'on a besoin de réserves, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que les particuliers qui évacuent avec leur gouttière l'eau dans les stations d'épuration, l'eau de pluie, vont avoir l'obligation maintenant d'infiltrer dans les sols, ce qui est prévu en fait. Donc, les réserves collinaires, c'est pour les villes, parce que les autoroutes ont des réserves collinaires parce que c'est obligatoire. En fait, tout le monde doit se soucier de l'eau. Et comment je fais concrètement? Je ne la jette pas dans la rivière. Et si je ne la jette pas, ça veut dire qu'elle est restée dans les sols, qu'elle a servi au sol, et quand elle sert à la végétation, j'aurai encore plus d'eau. C'est toujours à bilan positif. Et surtout, juste, si on continue à faire ça, mais que les villes continuent à faire descendre les nappes phréatiques, ça ne marchera pas. La ville doit absolument recycler l'eau dans les sols, parce que sinon, les nappes phréatiques baissent et vos plantes n'ont plus accès à l'eau. Et on a un gros souci, c'est que les nappes descendent tellement bas qu'on n'y arrive plus. Quand vous prélevez par en dessous, ce que fait l'arbre, il faut remettre par au-dessus et jamais jeter à la mer. Et on a vraiment des rejets en mer qui dépassent. Nous, c'est typiquement les rejets en mer en pluie et eaux usées des villes, c'est 10 fois les besoins agricoles, sachant qu'on n'irrigue que 10% des surfaces. Donc ça fait des volumes énormes. Et le souci, c'est que cette eau-là, parce que la COP de l'eau chez moi l'avait demandé, il dit donnez-nous l'eau de la station d'épuration, vous avez 40 millions de mètres cubes, on en veut 20.
Et là, l'agence de l'eau dit, on ne peut pas, c'est trop toxique. Le problème, c'est que le toxique, il va dans la rivière. Et aujourd'hui, ça se voit. Donc, pour ne plus polluer, on va garder l'eau, la recycler. Et pour ne plus inonder, on va faire des réserves collinaires. Et là, on va résoudre les problèmes des sécheresses, mais en prenant le problème à l'envers. Donc, si c'est pas vert, c'est un désert, il faut augmenter la couverture végétale, et là, c'est votre boulot. Alors, comment exactement, on peut voir avec Conrad, mais moi, vu du dessus, vu d'avion, si vous voulez, ça doit être vert. Si c'est que vert, c'est un océan de verdure, et là, vous avez un climat océanique, donc tempéré. Si c'est sec, c'est un désert, et là, vous avez des accidents de partout. Voilà.